Nous allons débuter l'analyse des tracés de tachycardie par un épisode correspondant à l'arythmie la plus fréquente en pratique clinique, c'est-à-dire la fibrillation auriculaire. On voit que ici, l'appareil a diagnostiqué de façon appropriée cet épisode comme un épisode de fibrillation auriculaire. Si l'on regarde le graphe, on a au départ une fréquence qui paraît parfaitement stable et normale, puis une accélération subite de la fréquence. La fréquence ventriculaire devient relativement rapide avec des cycles qui alternent entre 60 et 120 battements par minute, avec surtout, ce qui est caractéristique, une grande irrégularité des cycles ventriculaires. Quand on analyse maintenant le tracé, au départ, on a manifestement un rythme sinusal, on reconnaît bien l'onde de P, le QRS et l'onde de T. Puis, sur un battement, on a une accélération nette de la fréquence ventriculaire. Ce qui est essentiel, c'est de voir que les complexes QRS restent identiques pendant la tachycardie par rapport à ce qu'ils étaient en rythme sinusal. Cela traduit l'origine supraventriculaire. Donc là, les hypothèses seront, c'est soit une fibrillation auriculaire, soit un flotteur auriculaire, donc une activité atriale organisée, soit une tachycardie jonctionnelle. Maintenant, quand on analyse le tracé lui-même, on retrouve une grande irrégularité des cycles ventriculaires, et ça, c'est très en faveur d'une fibrillation auriculaire. Quand vous avez une diastole longue, c'est-à-dire deux cycles ventriculaires qui sont relativement espacés, on peut analyser l'activité atriale et on peut voir qu'on ne retrouve pas d'activité atriale organisée. Il s'agit d'une activité anarchique, probablement très rapide. C'est assez difficile à la définir sur une seule dérivation, mais on voit bien qu'il y a une activité atriale très rapide qui correspond quelque part à une trémulation de la ligne de base. Et donc ça, c'est très en faveur d'une fibrillation auriculaire. Donc, la fibrillation auriculaire, c'est l'arythmie la plus fréquente, et dans la grande majorité des cas, cela conduit à un rythme rapide, irrégulier, avec, dans la grande majorité des cas, des QRS fins qui seront identiques par rapport à ceux observés en rythme sinusal. Voici ici un second tracé de fibrillation auriculaire. Il s'agit d'un patient qui avait été implanté pour des épisodes de palpitation dont on n'avait jamais réussi à poser un diagnostic. Un holter implantal avait été implanté, il a eu une récidive de symptômes et ce tracé a été enregistré de façon automatique par le dispositif. Quand on regarde le graphe, on voit une grande dispersion des cycles ventriculaires très irréguliers, mais en restant sur des fréquences relativement physiologiques, entre 100 et 180 battements par minute. On n'a pas de cycle très très court qui pourrait faire penser, par exemple, à l'existence d'un bruit ou d'une surdétection d'une interférence électromagnétique. Donc cet aspect-là est compatible avec un tracé de fibrillation auriculaire. Donc, le patient a ressenti les symptômes et a initié l'enregistrement du traitement. Quand on regarde le tracé, ce patient avait été implanté alors qu'il a un bloc de branche gauche. Et quand on regarde le tracé, on a effectivement une tachycardie avec des complexes très irréguliers, mais les QRS sont larges. Là, sur le tracé précédent, j'avais expliqué là, dans la majorité des cas, pour la fibrillation auriculaire, on a des tachycardies irrégulières à QRS fin, mais si évidemment le patient a un bloc de branche, comme ce patient-là, lorsqu'il va passer en AFA, on aura un rythme rapide, irrégulier, mais avec un QRS large et des QRS monomorphes. C'est toujours les mêmes. Donc, une fois de plus, une tachycardie à QRS fin, très irrégulière et très évocatrice d'une EFA, mais il faut se rappeler qu'une EFA peut conduire également à une tachycardie à QRS large si le patient a au préalable un bloc de branche. Ici, c'était un bloc de branche gauche. Voici ici un autre tracé caractéristique qu'il faut savoir reconnaître. L'appareil a diagnostiqué ici de la fibrillation auriculaire. Effectivement, on a une grande irrégularité dans les cycles ventriculaires qui vont conduire au diagnostic de fibrillation auriculaire. Mais quand on analyse l'activité atriale, la fibrillation auriculaire est une activité anarchique, sans cycle reproductible, alors que là, on voit un aspect que l'on reconnaît de façon assez nette, c'est un aspect en dents de scie, en toit d'usine, qui est l'aspect caractéristique du flotteur commun. Quand on analyse la fréquence des cycles atriaux, on peut voir que, en gros, on a tous les grands carreaux
une activité atriale, donc 200 millisecondes. Donc, ça correspond à une fréquence atriale à 300 battements par minute, ce qui est la fréquence attendue dans le cadre du flotteur commun. Donc, le flotteur commun est une arythmie de l'oreillette droite avec une réentrée dans l'oreillette droite qui va vous donner cet aspect avec une activité atriale complètement monomorphe, reproductible de cycle à cycle, parfaitement organisée. Il est important de reconnaître ce type de tracé puisque les indications d'anticoagulation seront les mêmes pour la fibrillation auriculaire, mais il existe un traitement spécifique pour le flotteur commun, qui est l'ablation du flotteur commun, qui est le traitement de première intention. Ce tracé va permettre de discuter de la démarche diagnostique devant une tachycardie à QRS fin. Il s'agit d'un patient qui était implanté et qui ressentait les palpitations. Le tracé retrouve effectivement une tachycardie autour de 200 battements par minute avec des QRS fins et il s'agit d'une tachycardie à QRS parfaitement régulier. Cela nous permet d'éliminer un certain nombre d'hypothèses diagnostiques. Les QRS sont fins, il ne s'agit donc pas d'une tachycardie ventriculaire. Les QRS sont parfaitement réguliers et cela permet pratiquement d'éliminer le diagnostic de fibrillation auriculaire conduite. Les différentes hypothèses diagnostiques qui restent alors sont le flotteur commun ou une tachycardie atriale, c'est-à-dire un circuit dans l'oreillette qui conduit de façon très rapide au niveau du ventricule. L'autre hypothèse diagnostique est l'existence d'une tachycardie jonctionnelle. Les tachycardies jonctionnelles, il existe deux types, la réentrée intranodale ou la réentrée sur voie accessoire. Sur un tracé de Holter implantable, il est très difficile d'arriver au diagnostic précis et de différencier le flotteur commun, la tachycardie atriale ou la tachycardie jonctionnelle quand on a cette fréquence de ventricule autour de 200 battements par minute, puisqu'il est quasi impossible, sur une seule dérivation, d'essayer de mettre en évidence l'activité atriale. Le tracé précédent montrait donc une tachycardie régulière à QRS1 qui correspondait à une tachycardie atriale, même si sur le tracé de Holter implantable, il était très difficile de différencier flotteur commun, tachycardie atriale et tachycardie jonctionnelle. Voilà un autre exemple de tachycardie régulière à QRS fin. Il ne s'agit donc pas d'une tachycardie ventriculaire, il ne s'agit donc pas d'une fibrillation auriculaire. Les hypothèses diagnostiques sont le flotteur commun, la tachycardie atriale ou la tachycardie jonctionnelle. Cette patiente présentait des tachycardies à début brutal et fin brutal. On voit ici l'initiation de la tachycardie qui va nous donner beaucoup d'informations sur le diagnostic futur. Au départ, on a un rythme sinusal, puis on a la tachycardie qui s'arrête d'un coup. Cette patiente avait bénéficié ensuite d'une exploration électrophysiologique qui avait retrouvé l'existence de tachycardie jonctionnelle par réentrée intranodale.